solutionner l'usage des nouvelles techniques de l'information de la communication face aux attaques terroristes. C'est l'objectif des étudiants de la communication générale de la technologie. Le ministre des Transports ce matin a parlé pour constater l'état d'avancement du montage du nouveau bac varié. L'appareil sera opérationnel dans les jours à venir. Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre ce journal de ce mercredi 20 janvier 2016. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Le président du parti MDR, Tarna Abdel Roubeik, candidat à la présidentielle du 21 février 2016, a été interpellé, comme vous le savez, et interrogé par les enquêteurs burkinabés relativement aux attaques terroristes du vendredi 15 janvier dernier. Son directeur de campagne, Seydou Abdou, était cet après-midi face à la presse pour apporter des éléments d'explication par rapport à cette affaire. On l'écoute. Dr Adel Roubeik, qui aurait été aperçu en train d'apporter des soins aux blessés suite à cette triste tragédie du Splendid Hotel, selon Burkina Info TV. Il est sans nul doute un héros, tant pour le peuple nigérien que pour le peuple africain tout entier. Aussitôt après l'intervention des forces de sécurité, notre président a tenu à rassurer les militantes et militants et tout le peuple nigérien à travers Radio-Télévision Ténéré, et que lui et sa délégation se portent bien, grâce à Allah. Nous tenons de ce fait à remercier les autorités nigériennes et burkinabées à travers leur ministère des Affaires étrangères qui ne ménagent aucun effort pour que le président Dr Adel Roubeik, candidat aux élections présidentielles 2016, soit traité avec tous les mérites dus à son égard. Pour des raisons de l'enquête, pour des exigences de l'enquête en cours, le président Dr Adel Roubeik est resté à Ouagadougou pour répondre à d'éventuels éclaircissements. Nous appelons les autorités nigériennes et burkinabées d'accélérer cette procédure afin que notre président et sa délégation regagnent le pays en vue de préparer sa campagne électorale. Je l'ai annoncé dans le titre, le Conseil national de la jeunesse et l'ambassade des États-Unis au Niger organise un camp de la technologie sur 2 jours. Objectif trouver des solutions face aux menaces et aux attaques terroristes qui utilisent les nouvelles techniques de la communication. Ali Sissé Ibrahima et Nasser Seydou pour le reportage. L'Afrique de l'Ouest est de plus en plus soumise à des attaques de divers groupes terroristes qui sont animés par des idéologies les plus obscures et qui utilisent malheureusement les nouvelles technologies comme l'Internet pour recruter des membres ou propager leurs pensées. Aussi, pour trouver une solution à la problématique terroriste, l'ambassade des États-Unis au Niger et le Conseil national de la jeunesse du Niger organisent sur 2 jours un camp de la technologie. De nos jours, les réseaux sociaux, qui sont des outils de communication incontournables, sont utilisés maladroitement par ces réseaux de terroristes, non seulement pour poser des actes, pour véhiculer des messages extrémistes, mais aussi pour recruter des jeunes. Donc, pour nous, il est question de rassembler des jeunes leaders et des leaders religieux pour qu'ensemble, nous conjuguons nos efforts afin que ces réseaux sociaux puissent être utilisés à bon escient pour aussi véhiculer des messages anti-extrémistes. Et je pense que l'un des objectifs aussi, comme vous le savez, nos pays sont menacés par le terrorisme. Aujourd'hui, le Niger demeure l'un des îlots de stabilité. Il va falloir que nous conjuguons nos efforts pour qu'on ne s'encampe pas dans les mains des extrémistes. Parce que ce qui est arrivé en Libye ou dans les autres pays peut aussi nous arriver. Et si la jeunesse ne prenne garde, c'est elle qui sera la première victime. Procédant au lancement des activités du camp de la technologie, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a réaffirmé l'engagement de son pays dans le combat contre le terrorisme. Au camp de la technologie, qui a pour thème Voix pour la paix et qui s'organise pour la première fois au Niger. Ce grand rassemblement des jeunes leaders et leaders religieux venus de 8 pays africains, dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Nigeria, le Sénégal et le Tchad est une occasion qui vous est offerte par le gouvernement américain pour discuter sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi de l'extrémisme violent qui menace aujourd'hui le développement du continent. Cette menace commune et mortelle a frappé au Burkina Faso le week-end dernier avec plus de 27 morts. Les États-Unis condamnent fermement ces attentats terroristes. Ce camp de la technologie qui rassemble des participants de 8 pays sera une occasion pour discuter de l'alternative de la paix face au terrorisme, tout en démontrant que les nouvelles technologies comme l'Internet peuvent être utilisées pour créer des entreprises plus profitables que la propagation du terrorisme. Le nouveau bac Farié sera bientôt opérationnel. Le ministre des Transports était ce mercredi matin sur le site de montage de l'appareil à Farié dans la région de Tillabéri. Il permettra de désenclaver Farié Hausa et Farié Gourma. L'appareil est actuellement financé à hauteur de 627 millions de francs CFA par le Conseil nigérien d'utilisateurs de transport communautaire. Le compte rendu avec nos envois spéciaux Ibrahim Abdou et Adam Ousmane. Après près de 3 années d'enclavement dû à une panne technique du bac reliant les rives gauche et droite de Farié, cette contrée de l'ouest du pays est en passe d'être désenclavée grâce à la volonté des autorités de la 7e République qui ont, par l'entremise du Conseil national des utilisateurs du transport, décidé de mettre en place un tout nouveau bac. Ce dernier, dont le montage en phase de finition, objet de la présente visite officielle, est confié à une société malienne dénommée Inacom SA, dont le chef de chantier a bien voulu nous faire une présentation technique. Le bac là, c'est un bac de 72 tonnes, équipé de 2 moteurs de 150 chevaux chacun. Bon, il y a des équipements comme les traits qu'on a améliorés par rapport à l'ancien bac. Là, par rapport au garde-corps, il y a eu une amélioration. Parce que la dernière fois, on a fait les finitions avec biais. Et cette fois-ci, c'est amélioré, on a fait des coudes. Bon, par rapport au pilotage, on a modifié la cabine. On a fermé la cabine contre les intempéries, le froid, la chaleur et ainsi de suite. C'est un bac qui prend 2 camions de 35 tonnes. Bon, les petites voitures, bon, ça dépend de la dimension des voitures. C'est équipé, et puis des bouées de sauvetage, des gilets de sauvetage, tout ça là. Ce moyen de transport gracieusement mis à la disposition des populations de cette partie du pays en attendant la construction dans les mois ou années à venir d'un pont digne de ce nom à ces lieux est d'une importance capitale selon le ministre de tutelle. Ce bac va être d'une grande utilité pour la population, la région de Tillabéri. Et au-delà de la région de Tillabéri, va faire effectivement une liaison entre la route Niamey-Tillabéri et la route Niamey-Namaro, pour au moins permettre effectivement à la population de faire ce trajet. Au-delà effectivement de cette fluidité de trafic de la population, ça permet aussi le développement des activités commerciales. Vous savez très bien, le bac à un moment donné nourrit beaucoup de familles. Et depuis que effectivement ça a été arrêté, beaucoup d'hommes et de femmes de la population n'ont aucune activité à faire. Et je pense que les activités commerciales de cette région vont être relancées. Et au-delà des activités économiques de cette région, il faut se dire aussi que ça permettra aussi le développement socio-économique de la région. Ainsi, pour s'enquérir davantage des modalités pratiques dont dispose ce joyau, le ministre du Transport, qui accompagne le gouverneur de la région bénéficiaire, en l'occurrence Tillabéri, et les responsables du CNUT ont effectué une visite guidée sur ce tout nouveau bac qui fait la fierté des populations de Farié. Une population qui n'a d'ailleurs pas manqué de témoigner de leur gratitude à l'issue de cette rencontre, car pour elle, désormais, c'est la fin de leur calvaire, en même temps une grande opportunité économique. Retour ici à Niamey et direction le camp forestier Amoula Kini qui a servi de cadre cet après-midi à la cérémonie de la présentation de vœux du nouvel an du personnel au ministre en charge de l'environnement.
L'occasion a été saisie pour dresser le bilan des activités menées au cours de l'année 2015 et dégager déjà les perspectives pour cette nouvelle année 2016. Étaient présents à cette cérémonie les cadres du dit ministère, nous rapporte Ousmane Sidikou et Smaila Abdoulaye. Camp forestier à Moulkini à la place d'armes colonel Abdoulaye Mezama. Ces honneurs rendus au ministre sont ceux pour la présentation des vœux du personnel et de prime abord c'est la déclinaison de quelques actions rondement menées sous la houlette du ministre. Les actions entreprises sous votre leadership ont permis d'obtenir les taux de réalisation suivants. 94,24% pour les opérations de récupération des terres, 57% pour la fixation des dunes, 66,46% pour l'ouverture des bandes par feu, 91,33% pour le reboisement, 66,95% pour les plantes envahissantes terrestres traitées, pour ne citer que cela. Dans le domaine de la salubrité, 719 190 tonnes de déchets solides et 1850 tonnes de déchets plastiques ont été collectés et évacués en 2014. Le coût global de ces opérations s'élève à 71 milliards de francs CFA et ont créé 146 925 emplois temporaires chinois. En matière de renforcement des capacités, il convient de saluer l'adoption de la loi de programmation 2011-2015 d'un montant de 8 milliards 110 millions de francs CFA par le gouvernement et qui a permis de doter notre administration à moyens humains et matériels. Peu de sacrifices consentis, mais au regard des défis environnementaux, beaucoup reste encore à faire, surtout à l'international. L'année 2016 s'annonce également comme une année cruciale pour notre secteur. En même temps qu'elle nous offre l'occasion de gérer nos activités classiques, en même temps elle doit également être mise à profit pour prendre encore les nouveaux défis liés à la mise en œuvre des accords globaux auxquels nous avons souscrit. Nous devons donc nous atteler à intégrer les ODD dans toutes les politiques de développement sectoriel de notre pays. Nous devons répondre aux attentes et défis liés à l'opérationnalisation de la neutralité de la dégradation des terres. Nous devons prendre en charge la mise en œuvre de l'accord de Paris, notamment sa ratification par la voie la plus appropriée. Vous comprenez donc que les tâches attendues sont tout aussi ardues et nécessitent de notre part plus de proactivité, plus de professionnalisme, plus de rigueur, plus d'ouverture, plus de travail en équipe. Moment de convivialité, de solidarité, mais aussi de bilan. Il a été aussi procédé à la remise du témoignage officiel, suivi d'un pot gracieusement offert par le ministre. Le syndicat national des travailleurs et personnels des mines Saint-Pamine a un nouveau bureau exécutif depuis quelques semaines. Ce nouveau bureau rappelle déjà aux autorités les différentes revendications des travailleurs du secteur minier qui sont toujours en souffrance. Le reportage avec Michel Dedi et Khalidou Bourema. 3 semaines après leur élection, l'heure est à présent aux revendications pour une amélioration des conditions de vie et de travail des agents des administrations chargées des mines et de l'énergie Saint-Pamine. À l'endroit des ministères en charge des mines, de l'industrie, de l'énergie et du pétrole, l'octroi des véhicules à tous les directeurs, chefs de division et chefs de service, le paiement de 20% du montant des factures d'électricité à tous les agents du ministère de l'énergie et du pétrole, l'audit de la gestion des comptes fonds de recherche et promotion minière pétrolière, la révision des arrêtés d'utilisation de recherche et promotion minière et le fonds de recherche pétrolière, la création d'un comité de suivi 0A et le fonds de recherche pétrolière, la création d'une société nationale et d'une chambre des mines, la finalisation et l'adoption des textes régissant l'organisation et le fonctionnement de la sienne en tant qu'agence, la création d'une police pétrolière, énergétique et industrielle qui sera assermentée et composée de techniciens des domaines en la matière pour obliger les sociétés à respecter les textes législatifs et réglementaires
afin de rationaliser l'exploitation de nos ressources naturelles. Le Congrès exige du gouvernement une meilleure transparence dans la gestion des ressources dans sa politique de développement en vue de la réduction de la pauvreté au Niger. Le Congrès exige la construction au niveau central des immeubles pour régler définitivement le puni problème de manque de locaux. Des revendications que les membres de ce nouveau bureau du Saint-Pamine placent au premier rang de leurs priorités. Comment nous avons beaucoup de défis que nous devons relever. Primo, le statut particulier des agents des cartes des mines. Il faut qu'on le régime indemnitaire. Il faut que les agents soient mieux payés pour qu'ils fassent leur travail pour lequel, en plus de ça, la condition meilleure des agents pour qu'ils soient efficaces et efficients dans leurs tâches quotidiennes. Occasion de la centrale d'affiliation du Saint-Pamine d'appeler la base à plus de collaboration avec ces nouveaux membres du bureau exécutif national qui sont élus 3 ans. Actualité sur le plan international à présent. La chute de Raqqa en Syrie et de Mossoul en Irak, c'est l'objectif des pays de la coalition internationale engagée dans la lutte contre le terrorisme. Raqqa et Mossoul, deux localités toujours dans les mains de l'organisation de l'État islamique. Mossoul, le fief du groupe État islamique en Irak, pilonné par la coalition internationale. Ces dernières heures, les pays engagés dans la lutte contre l'organisation djihadiste ont détruit plusieurs bâtiments de la ville. Parmi eux, la banque du groupe État islamique. Les avions de la coalition ont également visé de nombreuses positions djihadistes et plusieurs combattants, dont un commandant, ont été tués lors de l'opération. La veille, la coalition a bombardé à 21 reprises la région de Ramadi, où l'organisation possède d'importantes ressources pétrolières. Des réservoirs ont été détruits, ainsi qu'un stock d'armes. Depuis le début des opérations en août 2014, les pays engagés dans la coalition dirigée par les États-Unis ont mené environ 6 000 raids aériens en Irak et 3 000 en Syrie. Les frappes ont affaibli financièrement le groupe État islamique qui aurait perdu en un an 14% du territoire qu'il contrôlait à cheval sur les deux pays. Depuis quelques mois, l'organisation djihadiste a connu plusieurs revers, à l'image de la perte récente de Ramadi en Irak. L'un des enjeux pour la coalition est aussi l'envoi de formateurs supplémentaires. Des soldats, mais aussi des forces de police pour assurer la sécurité sur le terrain. Les formateurs américains, australiens et français présents sur place ont à ce jour déjà entraîné plus de 15 000 soldats irakiens. Le Pakistan est en deuil. Le Pakistan est en colère après l'attaque d'une université dans le nord-est du pays. Au total, 21 personnes ont été tuées. C'est une faction du groupe taliban qui a revendiqué l'attaque. Suivez plutôt. Des soldats pakistanais pénètrent dans l'université Bachakhan par le mur arrière. Ce mur, que des hommes armés, profitant du brouillard, est escaladé quelques heures auparavant avant d'ouvrir le feu dans le bâtiment administratif et la principale résidence des étudiants. Des gens tombaient sous les balles devant nos yeux. Beaucoup d'étudiants, mais aussi des gardes de sécurité ont été sérieusement blessés. Ils saignaient. J'ai vu des étudiantes aussi prises de panique. J'ai vu 3 terroristes. Il y en a un qui était sur le toit, il tirait depuis cette position. Un autre était près du premier foyer d'étudiants. Et puis j'ai vu 4 gardes de l'université. Ils étaient blessés et nous les avons mis dans des ambulances. L'armée a annoncé avoir tué 4 tireurs. L'université est située à Jarsada, à 35 km de Peshawar. Elle compte 3000 étudiants, mais ce mercredi, elle se préparait à accueillir un récital de poésie, un événement qui avait attiré 600 visiteurs supplémentaires. L'attaque intervient un peu plus d'1 an après le massacre de l'école de Peshawar qui avait fait 150 victimes. Un commandant taliban a confirmé ce mercredi que 4 de ses combattants avaient lancé un assaut sur l'université Bachakhan, mais quelques heures plus tard, le porte-parole officiel du mouvement indiquait que les talibans n'avaient rien à voir avec l'attentat. Point final de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.